Il faisait moins 10 degrés la veille de Noël et mon père m'a jeté dehors comme un malpropre, comme si je n'étais rien. Une seconde j'étais à la table du dîner, la suivante je me tenais pieds nus dans la neige parce que j'avais osé répondre. Je les ai regardés ouvrir leurs cadeaux à travers la fenêtre alors que mes doigts s'engourdissaient et que mon souffle s'évaporait dans le froid glacial. Je me disais que ça ne pouvait pas être pire, jusqu'à ce que les phares d'une limousine noire percent la tempête. Une femme en est sortie, sa silhouette se découpant nettement sur la neige. Ma grand-mère, la milliardaire que l'on m'avait dit morte depuis longtemps. Elle m'a regardé trembler, puis a regardé la maison et a murmuré un seul mot qui a fait voler en éclats tout ce que je croyais connaître, démolissez. C'est la nuit où tout s'est brisé et la nuit où ma vie a enfin commencé. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Écrivez simplement je t'écoute dans les commentaires ou dites-moi d'où vous venez. J'adore savoir jusqu'où mon histoire peut voyager. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Et si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cela signifie plus que vous ne le pensez, surtout pour quelqu'un qui a grandi en croyant que personne ne l'écoutait jamais. Je m'appelle Arthur Valmont, et voici ce qui s'est réellement passé. Le vent sur le domaine de Roche-Noire, dans les Alpes, traversait mes vêtements comme s'il me punissait personnellement. Les nuits en Haute-Savoie étaient déjà brutales, mais cette veille de Noël, par près de moins 10 degrés, donnait l'impression que le monde lui-même voulait me voir disparaître. Je me tenais sur la terrasse arrière de la maison Valmont, fixant la lueur chaude qui s'échappait des fenêtres de la cuisine tandis que le froid mordait chaque centimètre de ma peau. Mon souffle sortait en nuages tranchants, chacun rappelant que j'étais encore une fois du mauvais côté de la porte. 15 minutes plus tôt, j'étais assis à la table de la salle à manger, essayant de garder la tête baissée pendant que papa se lançait dans sa performance annuelle. Guillaume Valmont, héros local des affaires, perfectionniste en série et expert pour briser son fils, avait jeté un coup d'œil à la graisse sur ma veste de travail et avait dit « C'est ce que tu es devenu, Arthur ?» Un raté de 30 ans qui ne peut pas garder un vrai travail. J'avais craqué, pas fort, pas irrespectueusement, juste finalement honnête. Au moins, je travaille, papa. Au moins, je ne prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas. Son visage avait rougi de honte, se transformant en rage en quelques secondes. Sabine, ma belle-mère, avait posé une main manucurée sur son avant-bras et chuchoté « Il gâche encore Noël, Guillaume ». Julien, mon jeune frère, l'enfant chéri de la dynastie Valmont, avait gloussé dans sa barbe, du classique Arthur, il ne peut même pas se présenter au dîner sans s'humilier. C'était tout ce qu'il avait fallu. Papa m'avait attrapé le bras, m'avait arraché de ma chaise et m'avait fait traverser la cuisine. La colère qui émanait de lui était si brûlante que je pouvais la sentir même maintenant dans l'obscurité glaciale. Il m'avait poussé par la porte arrière, jeté ma veste sur les marches et tourné le verrou. Juste comme ça, sans seconde pensée, sans hésitation. Joyeux Noël, fils. J'étais resté là, stupéfait au début, mon esprit refusant d'accepter ce qui venait de se passer. Mais la réalité m'avait frappé rapidement lorsque le froid avait commencé à s'infiltrer à travers mes chaussettes et ma chemise fine. À travers la fenêtre, leur rire dérivait vers l'extérieur. Sabine frappant dans ses mains en déballant un collier. Julien déchirant l'emballage d'une configuration de jeu coûteuse. Papa levant son verre comme s'il avait gagné la paix. Et j'étais là, gelé, enfermé hors de ma propre maison d'enfance, les regardant déballer des cadeaux comme un étranger. Je ne sais pas pourquoi je revenais chaque Noël. Peut-être que l'espoir est une chose têtue, refusant de mourir, même quand tout le monde autour de vous essaie de l'écraser. Je me suis serré plus fort, essayant d'empêcher le froid de ramper plus profondément dans mes os. Ma vision se brouillait avec un mélange de vent et d'humiliation quand soudain une paire de phares aveuglants a coupé la neige tourbillonnante. Une limousine noire, brillante, inconnue, déplacée dans cette ville de montagne rurale. Elle s'est arrêtée lentement juste devant notre portail. J'ai plissé les yeux à travers les flocons de neige, le cœur battant plus vite. Je n'avais jamais vu cette voiture auparavant. Jamais même vu une limousine sur le domaine de Roche-Noire. La porte arrière s'est ouverte. Pendant une seconde, tout ce que j'ai pu faire était de frissonner et de fixer. Mon souffle s'est bloqué à mi-chemin dans ma poitrine. Est-ce que ce soir pourrait être pire, ou plus étrange, me suis-je chuchoté. La porte de la limousine s'est ouverte en grand, et une grande femme aux cheveux argentés en est sortie comme si le blizzard lui-même s'écartait pour elle. La neige s'accrochait à son manteau, mais n'osait pas s'installer sur sa posture.
Droite, inébranlable, royale. Ses yeux ont scanné la cour jusqu'à ce qu'il se pose directement sur moi. Arthur. Mon nom, prononcé avec certitude, prononcé comme si elle attendait des années pour le dire à nouveau. Je me suis figé, pas à cause du froid cette fois. Je n'avais pas entendu cette voix depuis que j'avais 8 ans. Geneviève? Ma voix s'est brisée sur le nom. Geneviève de Saint-Clair, ma grand-mère du côté de ma mère. La femme que mon père insistait être partie, morte ou inapte, selon l'histoire qu'il avait envie de raconter cette année-là. La femme dont le nom était banni dans la maison Valmont, dont le sang coulait dans mes veines, mais dont l'existence avait été effacée. Elle a marché vers moi, son regard assez perçant pour couper à travers l'obscurité. Quand elle a vu mes mains tremblantes et mes cheveux poudrés de neige, quelque chose a changé dans son expression. La glace fondant en fureur. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait » a-t-elle demandé doucement. Mais sa voix portait le poids d'une tempête. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Ses yeux ont glissé au-delà de moi vers les fenêtres rougeoyantes et chaudes où ma famille était assise en riant. La colère qui a serré sa mâchoire était instantanée, brute, protectrice, terrifiante. Puis elle l'a dit. Des mots qui ont coupé mon souffle. Tu n'as jamais mérité ça, Arthur. Surtout pas quand tu es le dernier héritier légitime de la lignée Saint-Clair. J'ai cligné des yeux difficilement. Le quoi? Mais elle n'avait pas fini. J'ai passé des années à essayer de te joindre, dit-elle, la voix basse. Lettre retournée, appel bloqué, adresse changée, chaque tentative effacée. Une pointe froide de réalisation m'a transpercé. Un autre type de froid que la neige. Papa. Papa avait fait ça. Il m'avait coupé d'elle avant même que je sache que j'avais le choix. Mon cœur battait assez fort pour couvrir le vent alors que Geneviève passait devant moi, fixant directement la maison où j'avais grandi. La même maison qui m'avait poussé dehors dans la neige sans une seconde pensée. La neige tourbillonnait autour de ses bottes alors qu'elle levait le menton vers son chauffeur, un grand homme en manteau noir. Sa voix était une lame. Un seul ordre. Démolissez. Je la fixais, le souffle gelé en l'air. Je n'étais pas sûr si elle le pensait littéralement ou comme une expression de rage, mais alors le faible bruit de moteur a grondé en bas de la colline. De lourds moteurs diesel, suivis de parasites radio, suivis de gyrophares coupant l'obscurité. C'est là que je l'ai réalisé. Démolissez n'était pas une métaphore, et quoi que ce soit qui arrivait était déjà en route. La neige continuait de fouetter l'allée, s'accumulant autour des roues des camions de démolition qui entraient l'un après l'autre, leurs phares balayant la propriété comme des projecteurs rebondissant sur les barricades métalliques. Les gendarmes débarquaient. En quelques minutes, la crête silencieuse s'est transformée en un site d'opération contrôlée. Les unités de la gendarmerie locale se sont garées en formation serrée. 2 SUV marqués de l'écusson du groupe Saint-Clair ont roulé derrière eux, et un homme en manteau gris anthracite est sorti, tenant un épais dossier de documents juridiques. Tout bougeait avec une précision terrifiante comme si ce moment avait été répété depuis des mois. Peut-être que c'était le cas. Je fixais la scène qui se déroulait, mon souffle tremblant à chaque expiration. Pourquoi fais-tu ça? Comment savais-tu même que j'étais ici? Ai-je finalement demandé à Geneviève. Ma voix était à peine audible par-dessus les moteurs. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a placé une main sur mon épaule, ferme mais douce, et m'a guidé vers la limousine. Monte, mon chéri. Tu es gelé. La chaleur des sièges en cuir m'a entouré, mais mon esprit restait bloqué sur le chaos à l'extérieur. L'avocat des Saint-Clair s'est approché des gendarmes avec des documents à la main. L'un des officiers a regardé vers la maison, son visage se crispant de surprise. L'avocat s'est tourné vers moi à travers la porte entr'ouverte de la limousine. Monsieur Valmont. Sous l'autorité de la fiducie Saint-Clair, cette propriété est en cours de saisie. Votre père a fait défaut sur une hypothèque de longue date liée aux terres Saint-Clair. Cette maison n'est plus légalement la propriété de la famille Valmont. Mon cœur a chuté. Papa se vantait toujours de posséder chaque pierre du domaine de Roche-Noire. J'avais grandi en l'entendant prétendre qu'il avait construit cette maison de ses mains nues, symbole de sa réussite. Mais maintenant, elle n'était même pas à nous. Il avait vécu sur une terre empruntée, de l'argent emprunté, du temps emprunté. La porte d'entrée s'est ouverte brutalement. Sabine a couru dehors en peignoir, hurlant après les officiers. Vous ne pouvez pas juste prendre notre maison. C'est du harcèlement. Guillaume, sors. Julien suivait derrière elle,
téléphone levé, filmant déjà. Yo, est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Ils prennent notre maison. Que quelqu'un appelle un avocat. Il a tourné la caméra vers lui-même, prenant l'air dramatique qu'il utilisait toujours pour ses abonnés en ligne. Même maintenant, il se souciait plus des vues que de ce qui se passait réellement. Papa est apparu en dernier. Sa voix a tonné à travers la cour au moment où il a vu les véhicules Sinclair. Faites faire demi-tour à ces machines. Cette terre est à moi. Je vous ferai tous un procès. Geneviève est sortie de la limousine. Sa présence seule a réduit au silence la moitié de l'équipe. Guillaume s'est figé comme s'il avait vu un fantôme. Ça fait longtemps, Guillaume, a-t-elle dit, son ton stable, mais bordé d'une histoire que je ne comprenais pas encore. Toi, a-t-il grogné. Tu n'as aucun droit. Je t'ai réduite au silence pendant 22 ans. Elle l'a coupé, et tu as siphonné les fonds Sinclair pour soutenir tes projets défaillants. Tu as gardé mon petit-fils loin de moi, intercepté mes lettres et falsifié des documents le liant à ton foyer pour que rien ne l'atteigne. Tu as fait tout ça en prétendant être un homme respectable. Le visage de Guillaume s'est vidé de sa couleur. Puis est venu le déni, vif et prévisible. Mensonge. Que des mensonges. Mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers les gendarmes et l'avocat, des hommes qui ne l'écoutaient plus. Je regardais mes deux mondes entrer en collision devant moi. La famille avec laquelle j'avais grandi, bruyante, imparfaite et cruelle. Et la grand-mère dont je me souvenais à peine, debout là avec un pouvoir, un but et une rage qui semblaient avoir attendu des décennies. Ma poitrine s'est serrée. Pour la première fois, je me suis demandé combien de mensonges j'avais avalé au fil des ans. Qu'est-ce que Guillaume m'avait pris d'autre? Qu'est-ce qui avait été réécrit d'autre? Puis Geneviève m'a regardé directement. Tu mérites la vérité sur ta mère, a-t-elle dit. Elle n'est pas morte de la façon dont il te l'a raconté. Le sol a semblé se dérober sous moi. La mort de ma mère était la seule histoire que je n'avais jamais remise en question. La seule chose trop douloureuse pour être revisitée, mais maintenant elle me disait que ce n'était pas vrai. Avant que je puisse parler, les gendarmes ont fini de poser les scellés sur la propriété. Un avis orange vif a été agrafé sur la porte. Sabine a hurlé. Julien continuait de filmer. Papa a essayé de bousculer un officier et a été immédiatement maîtrisé. La maison, mon foyer d'enfance, était officiellement condamnée. Geneviève a touché mon bras. Il est temps de partir. Je suis monté dans la limousine, regardant à travers la vitre teintée alors que la maison Valmont, toute ma vie telle que je la connaissais, était scellée. Pour la première fois, j'ai compris que partir pourrait être la seule façon d'avancer. Et maintenant, je devais décider si je voulais vraiment des réponses, même si elles détruisaient chaque souvenir qu'il me restait. Le trajet hors de Roche-Noire semblait irréel, comme si quelqu'un m'avait soulevé hors de ma vie et m'avait déposé dans l'histoire d'un autre homme. La neige se brouillait en traînées blanches à l'extérieur de la fenêtre, et le siège en cuir était trop doux, trop chaud, trop inconnu. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler, non plus à cause du froid, mais à cause de tout ce que je venais de voir. Geneviève était assise en face de moi, m'étudiant avec une expression qui était à parts égales soulagement et chagrin. « Tu es en sécurité maintenant » a-t-elle dit doucement. En sécurité. Je ne savais même plus ce que cela signifiait. Nous avons filé à travers la nuit vers Courchevel, où le domaine Sinclair se dressait comme quelque chose sorti d'un monde auquel je n'avais jamais appartenu. Des portails en fer massif se sont ouverts sans hésitation. L'allée s'étendait plus longuement que toute la rue où j'avais grandi. La maison elle-même, non, le manoir, s'élevait derrière les pins, brillant d'or contre les montagnes enneigées. Je suis sorti de la limousine, me sentant comme un intrus. À l'intérieur, tout était en pierre polie, éclairage chaleureux, peinture valant plus que tout ce que les Valmont avaient jamais possédé. Le personnel se déplaçait respectueusement autour de nous comme si ce moment avait été anticipé depuis des années. Quand nous nous sommes finalement assis dans un bureau privé, j'ai posé la question qui brûlait mon esprit depuis son apparition, « Pourquoi es-tu resté à l'écart ? Pourquoi ne t'es-tu pas battu plus fort pour me voir ?» Elle n'a pas hésité. Je me suis battu, Arthur, mais chaque fois que je m'approchais, Guillaume menaçait de me signaler pour harcèlement, menaçait de t'emmener loin, menaçait les autorités avec des accusations fabriquées. Il m'a dit qu'il te placerait en famille d'accueil si j'essayais de te contacter à nouveau. Mon estomac s'est tordu. Il a dit que te parler gâcherait ma vie. Elle a fermé les yeux brièvement, se rassemblant. Il l'a gâché en te gardant loin de la famille de ta propre mère.
Je me suis penché en arrière, le souffle tremblant. Chaque vérité qu'elle me donnait creusait plus profondément dans les fondations sur lesquelles j'avais été élevé. Puis elle a ouvert un tiroir verrouillé et a fait glisser un classeur vers moi. Quand tu as eu 18 ans, a-t-elle dit, tu étais censé recevoir l'accès au fonds héritage Sinclair, une fiducie financière évaluée à plus de 300 millions d'euros. Ma bouche est devenue sèche. Mais tu n'es jamais venu le réclamer. Les papiers nous ont été retournés comme signés et complétés. Le tout signé par quelqu'un nommé G. Valmont. J'ai fixé la signature sur le formulaire d'acceptation. Ce n'était pas la mienne, mais c'était une signature que j'avais vue des milliers de fois sur des bulletins scolaires, des autorisations de sortie, des formulaires fiscaux, celle de mon père. Il avait falsifié mon nom, volé mon héritage, volé ma chance d'une vie hors de son contrôle. La réalité m'a frappé si fort que je me suis senti étourdi. Chaque fois que j'avais lutté, il avait regardé. Chaque fois que j'avais eu besoin d'aide, il m'avait laissé échouer. Je n'avais jamais été piégé par les circonstances. J'avais été piégé par lui. Geneviève a tendu la main, sa voix stable. Tu n'étais jamais destiné à vivre la vie qu'il t'a imposée. Et maintenant qu'il sait que je t'ai trouvé, il ne restera pas tranquille. Comme sur un signal, son assistant s'est précipité dans la pièce avec une tablette à la main. Madame, nous avons une alerte de sécurité. Quelqu'un a tenté d'accéder à d'anciens dossiers médicaux appartenant à Madame Léa Valmont, la mère d'Arthur, et quelqu'un a également essayé de sortir les dossiers d'hôpital d'Arthur quand il était enfant. Mon rythme cardiaque s'est arrêté. Qui a demandé Geneviève. L'assistant a tourné l'écran vers nous. Une photo de caméra de sécurité a capturé l'homme au bureau des archives. Guillaume Valmont. Quelque chose en moi s'est fissuré. S'il fouillait dans ses dossiers, alors l'histoire de la mort de ma mère, celle qu'il avait répétée toute ma vie, aurait pu être un mensonge. Je me suis levé, sentant le sol bouger sous moi à nouveau. Je dois savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Geneviève a hoché la tête. Alors nous chercherons ensemble. Mais tu dois comprendre, une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai avalé difficilement. Je suis prêt. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Le centre hospitalier universitaire de Grenoble se dressait en bordure de la ville, un bâtiment de pierre grise qui semblait plus froid à l'intérieur que la tempête de neige à l'extérieur. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes alors que Clément et moi traversions les portes coulissantes, chaque pas résonnant avec le poids des réponses que j'avais chassées toute ma vie. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois, imaginé trouver une vérité nette et simple sur la mort de ma mère. Mais l'air dans cet hôpital semblait lourd, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à briser quelque chose. Nous nous sommes approchés du comptoir des archives, et au moment où l'infirmière âgée a levé les yeux vers moi, son souffle s'est bloqué. Ses yeux se sont adoucis d'une manière dont aucun étranger ne m'avait jamais regardé. Mon Dieu, vous lui ressemblez tellement, a-t-elle chuchoté. Vous avez 22 ans de retard, mon grand. Ces mots ont coulé en moi comme de la glace. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, elle nous a fait signe de nous rapprocher, baissant la voix. Vous cherchez le dossier de votre mère, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Elle a tapé quelques touches, froncé les sourcils profondément, puis a tourné l'écran pour que je puisse voir. Un tampon rouge couvrait l'écran d'un coin à l'autre. Scellé par ordonnance judiciaire. Ma poitrine s'est serrée. Qui l'a ordonné? Elle a hésité seulement un moment avant de dire le nom que j'avais commencé à craindre d'une nouvelle et plus sombre manière. Il a été scellé par Guillaume Valmont. Pendant une seconde, j'ai oublié comment respirer. Guillaume avait scellé les dossiers médicaux de ma mère. Pourquoi? Que cachait-il? Les yeux de l'infirmière ont parcouru la pièce, et elle a glissé une fine feuille de papier de sa poche. Je ne devrais pas faire ça. Mais votre mère était un ange, et ce qui lui est arrivé, ce n'était pas juste. Elle m'a tendu une photocopie fanée, à peine lisible. C'est tout ce que j'ai eu le temps de prendre avant que tout ne soit saisi. Je l'ai déplié avec des mains tremblantes. Les notes d'admission étaient tachées, mais une ligne était encore claire. Traumatisme par impact contondant. Soupçon de violence conjugale. Pas un accident de voiture, pas une chute, pas de malchance. De la violence. Soudain, les souvenirs de mon enfance, les égratignures sur les bras de maman, les bleus qu'elle balayait comme de la maladresse, son sourire tremblant quand elle disait qu'elle était tombée à nouveau, tout s'est mis en place comme un cauchemar que j'avais été trop jeune pour voir. Ma voix est sortie étranglée. Il lui a fait ça.
Les yeux de l'infirmière se sont remplis de tristesse. Il y a encore une chose que vous devriez savoir. Quelqu'un a été témoin de ce qui s'est passé cette nuit-là. Un agent de sécurité. Il s'appelle Marcel Tillet. Il a pris sa retraite il y a des années, vit près de la frontière, dans le Vercors maintenant. Il a appelé pour demander de vos nouvelles une fois, mais personne ne lui a répondu. Mon pouls martelait. Un témoin. Quelqu'un qui a vu la vérité. Quelqu'un qui a essayé d'aider. Je me suis tourné vers Clément. Nous devons le trouver. Avant de partir, j'ai appelé Geneviève depuis le couloir et lui ai dit ce que nous avions trouvé. Elle n'a pas semblé surprise, seulement inquiète. Arthur, c'est là que ton père devient dangereux. Tu te rapproches de ce qu'il a enterré. Elle n'exagérait pas. Quand nous sommes retournés au domaine Saint-Clair, Clément nous a accueillis au portail avec un avertissement. Il y a une voiture garée dehors depuis une demi-heure. Pas de phare, pas de mouvement. La sécurité a tracé les plaques. Groupe Polari. Mon estomac s'est retourné. Une autre société Valmont. Un autre signe. Mon père observait, attendait, chassait. Fais tes bagages ce soir, ai-je dit à Clément. Nous partons pour le Vercors avant le lever du soleil. Parce que maintenant je savais que Guillaume ne cachait pas seulement le passé. Il était prêt à enterrer quiconque essayait de le découvrir. Nous avons quitté Courchevel au cœur de la nuit, les montagnes nous surplombant comme des géants silencieux alors que nous conduisions sur des cols gelés. Le chauffage était à fond, mais mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Chaque kilomètre vers le Vercors me tirait plus profondément dans une version de l'histoire de ma famille qui me terrifiait. Je ne chassais plus seulement des réponses. Je chassais la vérité sur l'homme qui m'avait élevé. L'homme qui aurait pu tuer ma mère. L'homme qui avait passé des décennies à s'assurer que je n'apprenne jamais la vérité. À l'aube, nous avons atteint une étendue de terrain plat et enneigé parsemé de vieilles fermes. Marcel Tillet vivait dans la dernière maison au bout d'un chemin de gravier, une petite cabane en bois avec de la fumée s'échappant de la cheminée. Quand il a ouvert la porte et m'a vu debout là, son expression s'est effondrée sous le choc. « Tu es son garçon » a-t-il chuchoté. « Tu ressembles tellement à Léa. » Entendre le nom de ma mère prononcé si doucement m'a presque brisé. Il nous a invités à l'intérieur, et alors que nous étions assis près d'un poêle crépitant, il a commencé à parler. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait une tasse de café, mais sa voix était stable, trop stable, comme s'il avait répété ce moment depuis des années. « Je l'ai vu » a-t-il dit. « J'ai vu ce qu'il lui a fait. » Mon souffle s'est coupé. Il a continué, ton père l'a tiré hors de la voiture en hurlant. Elle le suppliait d'arrêter. Il l'a poussée fort. Elle a heurté la pile de bois derrière le hangar de maintenance. J'ai couru vers eux, mais il m'a menacé. Il a dit qu'il me ferait enfermer si j'intervenais. Elle saignait, mais elle était vivante. Il l'a traînée de retour dans la voiture, a démarré en trombe. Chaque mot ressemblait à un coup. J'ai forcé les mots à sortir, elle n'est pas morte immédiatement. N'est-ce pas? Marcel a regardé ses mains. Non. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle était consciente. Elle n'arrêtait pas de dire une chose encore et encore aux médecins et aux infirmières. Il a pris une longue inspiration tremblante avant de croiser mon regard. Elle les suppliait de te protéger. Ma gorge s'est nouée. Elle leur a dit qu'il ne pouvait pas contrôler sa colère. Qu'elle avait peur de ce qu'il te ferait si elle n'était plus là. Clément et moi étions assis figés alors que Marcel continuait. Mais ensuite Guillaume est arrivé. Il a prétendu qu'il était son mandataire médical. Il a sorti des papiers, menacé d'un procès. En 1 heure, tout a changé. Son dossier, son diagnostic, le rapport officiel. Je me sentais malade. Donc, l'histoire de l'accident, acheté et payé. Marcel a dit, le médecin qui a signé ça. Eh bien, vous devriez entendre ceci. Il a plongé la main dans une vieille boîte en métal et a sorti un petit enregistreur. J'ai fait une copie avant qu'il n'efface tout le reste. Je l'ai gardé en sécurité au cas où tu viendrais un jour. Il a appuyé sur lecture. De la friture a crépité. Puis une voix d'homme, tremblante, nerveuse. Guillaume, j'ai fait ce que tu as demandé. Personne ne remettra en question le dossier. Puis la voix de mon père, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Bien, parce que si quelqu'un me relie à ce qui s'est passé, je perds tout. Et ce garçon, il est à moi pour l'élever, pas à elle.
Mon estomac s'est soulevé. Et puis le murmure le plus faible, une voix de femme, faible, s'effaçant, mais assez claire pour me briser. Ne le laissez pas approcher Arthur. S'il vous plaît, sauvez mon fils. La dernière supplique de ma mère. Son acte final, me protégeant de lui. Avant que je puisse pleinement traiter le moment, la fenêtre arrière a explosé. Du verre a plu à travers la pièce alors qu'une pierre tombait lourdement sur la table avec une note enroulée autour. Clément a réagi instantanément, me tirant vers le bas. Marcel a jeté un coup d'œil vers les bois à l'extérieur. Ils m'ont trouvé, a-t-il marmonné. Je savais que ce jour viendrait. Une ombre a fui dans les arbres. Quelqu'un bougeant vite, trop familier. Un des hommes de Guillaume. Nous n'avons pas attendu. Marcel nous a pressés de partir avant que d'autres voitures n'arrivent. Clément et moi avons sprinté vers le SUV, la neige volant sous nos bottes. Pendant l'heure suivante, nous avons conduit dans un silence tendu, vérifiant les rétroviseurs, constamment incertains si nous étions suivis. L'enregistrement était posé entre nous, lourd comme une bombe. Chaque mot que j'avais entendu recablait quelque chose en moi. Ma mère ne m'avait pas abandonné. Elle n'avait pas été faible. Elle s'était battue jusqu'à son dernier souffle pour me garder en sécurité loin de lui. Au moment où les lumières de Courchevel sont revenues en vue, je n'étais plus le même homme qui était parti. Geneviève nous a rencontrés à la porte, lisant mon expression avant même que je ne parle. « C'est l'heure, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Pour que le monde sache ce qu'il a fait. » Elle a hoché la tête une fois. « Alors nous nous préparons pour le gala de la Fondation Sinclair. » La nuit où j'ai été jeté hors de ma maison dans la neige, je n'étais rien d'autre qu'un fils mendiant des miettes d'amour. Maintenant, j'étais un homme avec la vérité. Une vérité assez tranchante pour mettre fin à l'héritage Valmont pour toujours. La nuit du gala de la Fondation Sinclair semblait irréelle dès le moment où je suis sorti de la voiture. Le centre de congrès brillait comme une forteresse cristalline sous le ciel d'hiver, ses panneaux de verre reflétant les lumières de la station et des milliers de personnes affluant à l'intérieur. Chaque investisseur majeur, figure politique et réseau médiatique semblait être présent. Ce n'était pas juste un gala d'entreprise. C'était un spectacle, un champ de bataille habillé d'or et de champagne. L'équipe de Geneviève avait passé des heures à me préparer, m'ajustant dans un costume noir sur mesure, soignant chaque détail pour que j'entre en ressemblant à ce que j'étais vraiment, l'héritier légitime de la lignée Sinclair. Mais sous l'extérieur poli, ma poitrine était serrée. Je savais que je marchais vers la nuit qui mettrait fin à tout ce que je croyais savoir sur ma famille. À l'intérieur, les lustres scintillaient au-dessus de nos têtes alors que l'orchestre jouait doucement. Pourtant, la tension dans l'air était indéniable. Chaque pas que je faisais me rappelait que Guillaume ne resterait pas tranquille pendant que son empire construit s'effondrait. Il essaierait de sauver quelque chose, sa réputation, son contrôle, peut-être même moi. Geneviève a chuchoté à côté de moi, ce soir, nous leur montrons la vérité. Plus d'ombre. Sa confiance m'a stabilisé, mais un nœud se formait toujours dans mon estomac. Ce n'était pas juste la peur de parler devant 1000 étrangers. C'était la peur de déchirer le dernier souvenir que j'avais de ma mère. Un souvenir qui était déjà fracturé. Nous avons pris nos places à l'avant et le programme a commencé. Mais juste quelques minutes après les remarques d'ouverture, une perturbation a ondulé à travers la section VIP. J'ai levé les yeux et il était là, Guillaume Valmont. Il se frayait un chemin passé les huissiers, flanqué de 3 avocats en costume bon marché comme s'il pouvait entrer et réclamer l'autorité juste en prétendant qu'il l'avait encore. Son expression était tendue, la mâchoire serrée, les yeux fuyant jusqu'à ce qu'il me repère. Nos regards se sont verrouillés. Et à cet instant, j'ai su que le point culminant de toute cette histoire était enfin arrivé. Il avait l'intention de se battre même maintenant. Quand l'hôte a annoncé mon nom comme orateur pour l'avenir de la Fondation Sinclair, la salle a éclaté en applaudissements polis. Je me suis levé, j'ai marché vers la scène et j'ai regardé la mère de visage en attente. Je pouvais sentir le soutien de Geneviève derrière moi. Je pouvais sentir la fureur de Guillaume déchirer la salle comme une tempête silencieuse. J'avais un script préparé, mais je ne l'ai pas utilisé. Au lieu de cela, j'ai commencé par la vérité. Je suis ici ce soir non seulement comme un successeur, ai-je dit, la voix stable, mais comme un homme qui n'a presque jamais connu la famille dont il venait. La salle s'est tue instantanément. J'ai grandi dans une maison où le nom de ma mère était effacé, où les lettres de ma grand-mère étaient brûlées avant que je puisse les lire, où la vérité était enterrée sous la peur. Ce Noël dernier,
J'ai été jeté hors de cette maison dans la neige, dans le froid, juste pour avoir osé parler. Les murmures ont commencé, doux mais croissants. J'ai pris une inspiration et j'ai continué. Et maintenant, je suis ici pour parler de tout ce qui m'a été caché, tout ce qui a été pris. L'écran derrière moi s'est allumé avec des documents, des dossiers hypothécaires, des cartes de la propriété Valmont, des preuves de signature frauduleuse, des dates montrant que Guillaume avait utilisé mon identité pour garantir des prêts et accéder aux actifs Sinclair. Un halètement collectif a balayé la salle. Les investisseurs prenaient des photos. Les actions des entreprises de mon père allaient s'effondrer avant la fin de la nuit. Je n'étais pas préparé à ce qui est venu ensuite. Guillaume s'est frayé un chemin sur la scène, saisissant un microphone. C'est de la diffamation, a-t-il rugi. Il a été manipulé par cette femme, Geneviève de Sinclair, qui a toujours voulu détruire ma famille. Il m'a pointé du doigt. Tu es mon fils. Ta place est avec nous, pas avec eux. La Fondation Sinclair est une machine d'exploitation. Ils t'ont tordu l'esprit pour voler ce que j'ai construit. Mais ils n'avaient rien construit. Pas même ces mensonges ne tenaient plus la route. J'ai laissé la foule se calmer, puis j'ai dit doucement, si tu crois vraiment ça, alors écoute ceci. D'un signe de tête au technicien, j'ai joué l'enregistrement que Marcel m'avait donné. La salle est tombée complètement immobile. La voix de mon père a résonné à travers le dôme, froide, calculée. La voix du médecin tremblait, et enfin le murmure de ma mère, cette supplique fragile pour me sauver. Les gens couvraient leur bouche. D'autres baissaient la tête. Le poids de ces derniers mots a rempli la salle comme un nuage d'orage éclatant enfin. Guillaume a reculé en titubant comme si la vérité elle-même l'avait frappé. Avant qu'il ne puisse parler, l'un des avocats de la Fondation Sinclair est monté sur scène. Le médecin impliqué dans la falsification du rapport médical a avoué, a-t-il annoncé. Son témoignage implique directement M. Valmont. La déclaration a été lue à haute voix. Guillaume avait payé pour réécrire la cause du décès, soudoyé des responsables de l'hôpital et réduit au silence les preuves de violence conjugale. Au moment où ils ont fini, Guillaume n'était pas seulement disgracié. Il était ruiné. Les investisseurs du groupe Polaris se retiraient en masse. Les photographes grouillaient. Les organisateurs ont demandé à la sécurité d'intervenir. 2 gardes ont pris Guillaume par les bras, l'escortant dehors alors qu'il criait de manière incohérente, ces derniers fragments de pouvoir s'échappant. Je l'ai regardé partir. Pour la première fois, il avait l'air petit. Pas un monstre, pas un tyran, juste un homme dépouillé des mensonges auxquels il s'accrochait. Le gala a repris, mais tout avait changé. Alors que les applaudissements montaient autour de moi, que les journalistes griffonnaient des notes et que les caméras flashaient, j'ai réalisé que la fin était proche, mais que les retombées seraient leur propre bataille. Je suis descendu de la scène, sachant que rien ne serait jamais plus pareil. Et pour une fois, cela semblait juste. Le matin après le gala, mon téléphone vibrait sans arrêt. Quand je l'ai finalement ouvert, l'écran était inondé. Des centaines de messages, des dizaines d'appels manqués, et plus de notifications que je ne pouvais traiter. Les médias de Grenoble à Paris titraient sur l'héritier Sinclair confrontant son père devant le monde financier entier. Des extraits de mon discours et l'enregistrement audio étaient déjà devenus viraux. Je n'étais pas préparé à la célébrité. Pas le genre sensationnel, pas le genre douloureux qui vient de l'exposition de sa propre famille. Mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. À midi, la gendarmerie a publié une déclaration officielle. Guillaume Valmont était inculpé pour faux et usage de faux, fraude financière, entrave intentionnelle à la justice, violence conjugale ayant entraîné la mort sans intention de la donner, falsification de preuves médicales et corruption de personnel de santé. Entendre les charges lues à haute voix semblait surréaliste. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais équilibré, comme si le monde avait enfin reconnu la vérité que j'avais portée sans le savoir pendant des décennies. Sabine a disparu de la ville quelques heures après l'annonce des nouvelles. Julien a essayé de prendre ses distances publiquement, mais a fini par creuser sa propre tombe lorsque de vieilles vidéos ont refait surface, des clips de lui se moquant de moi, me rabaissant, riant alors que j'étais jeté dehors dans la neige. Les marques ont coupé les ponts, ses abonnés se sont retournés contre lui, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de le sauver ou de sauver qui que ce soit d'autre. Certaines fins ne sont pas des tragédies, ce sont des conséquences. Au domaine Sinclair, Geneviève s'est tenue à mes côtés alors qu'elle faisait une annonce. Elle transférait la direction de la division alpine du groupe Sinclair à moi.
Ce n'était pas juste un titre. C'était un endroit pour me reconstruire, mon avenir et l'héritage de la famille que j'étais censé avoir. Avec Clément comme conseiller principal, nous avons commencé à structurer de nouvelles initiatives. Ma première directive était personnelle, un fonds pour soutenir les enfants touchés par la violence domestique et un autre pour protéger les travailleurs exploités par des familles puissantes, tous deux en l'honneur de ma mère. Plus tard cette semaine-là, l'équipe juridique de Geneviève a découvert autre chose. Une lettre. Une lettre que ma mère avait écrite à Geneviève quelques jours avant sa mort, mais qui avait été interceptée et jamais livrée. De son écriture, elle parlait de vouloir quitter Guillaume, de vouloir me prendre et retourner à Courchevel, où elle et moi serions en sécurité. Elle parlait de peur. Elle parlait d'espoir. Elle parlait d'amour. Elle n'a jamais eu la chance de l'envoyer. La lire donnait l'impression que quelqu'un avait placé sa main dans la mienne après 22 ans. Quand je suis finalement retourné au domaine de Roche-Noire, la maison Valmont avait disparu. À sa place se trouvait un vaste terrain vide couvert de givre. Je suis resté là longtemps, sentant la douleur de mon enfance et la liberté de mon âge adulte entrer en collision à l'intérieur de moi. J'ai décidé alors de construire quelque chose de nouveau sur cette terre, un centre communautaire portant le nom de ma mère. Un endroit où la protection, le soutien et la dignité seraient toujours donnés librement. De retour à Courchevel, la vie s'est lentement remodelée. Je partageais des dîners avec Geneviève, riais plus avec Clément et trouvais des moments calmes pour respirer à nouveau. Pour la première fois, je me sentais comme faisant partie d'une famille, une famille construite sur la vérité plutôt que sur la peur. En fin de compte, j'ai compris quelque chose de profond. La famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par ceux qui restent à vos côtés quand tout s'effondre. Mon voyage n'était pas une question de vengeance. C'était une question de réclamer la vérité, d'honorer ma mère et de reprendre la vie qui aurait dû être la mienne depuis le début. Et chaque fois que je repense à cette veille de Noël glacial, la nuit où j'ai été jeté dans la neige, je réalise que ce n'était pas la nuit où j'ai été abandonné. C'était la nuit où j'ai été trouvé. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis retrouvé à marcher à travers une vie qui semblait enfin être la mienne. Certains matins, je me réveillais encore en m'attendant à ce que le poids du passé m'écrase. Mais au lieu de cela, je ressentais quelque chose d'inconnu. Un espace calme, une sorte de liberté que je n'aurais jamais cru gagner. Et dans ce calme, je continuais à imaginer ce que ma mère aurait dit si elle pouvait me voir maintenant. Je pense qu'elle m'aurait dit que la survie n'est que la première étape et que la reconstruction est là où la vraie force commence. J'ai appris que la guérison ne vient pas toujours de victoires dramatiques. Parfois, elle vient dans les petits choix, se présenter pour soi-même, choisir la vérité sur la peur, refuser de porter la honte que quelqu'un d'autre a placée sur vos épaules. Et bien que rien ne puisse changer ce qui s'est passé, j'ai accepté que le passé n'a pas le droit de dicter mon avenir. Je peux décider qui je deviens maintenant. Si vous avez suivi mon histoire jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose. Peu importe à quel point votre vie a semblé solitaire, peu importe combien d'années vous avez passé à croire que vous étiez le problème, votre histoire n'est pas terminée et vous méritez un chapitre où vous pouvez enfin respirer. Avant de clore cette dernière partie de mon voyage, je veux vous demander quelque chose de simple, quelque chose d'humain. Si vous êtes ici avec moi à écouter ceci, faites-le moi savoir en commentant ou toujours là où dites-moi d'où vous regardez. Cela signifie plus que vous ne le réalisez de savoir que quelqu'un là-bas entend cette histoire non pas comme un commérage, non pas comme un divertissement, mais comme un rappel que la vérité compte et que les gens peuvent se relever même après avoir été brisés. Et si cette histoire a résonné en vous, si vous avez senti même un petit morceau de votre propre vie reflété dans la mienne, j'espère que vous envisagerez de vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide des histoires comme la mienne à continuer d'atteindre les personnes qui pourraient en avoir le plus besoin. Chaque auditeur, chaque commentaire, chaque moment partagé crée un peu plus d'espace dans le monde pour l'honnêteté et la guérison. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir été témoin de la vérité avec moi. Je m'appelle Arthur de Saint-Clair et ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de la vie que j'ai toujours été destiné à vivre.